Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Anything's possible. Anything's possible. C'est marrant parce qu'en basket, quand Boston est champion, Xavier, on a l'impression que le trophée rentre à la maison. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 5 du Trèfle. Un deuxième épisode qui arrive très vite après le premier puisque on a décidé cette année de vous proposer une preview en 2 parties. Donc si vous tombez sur cet épisode sans avoir écouté le premier, je vous encourage à aller l'écouter tout simplement. Même si je pense pas que ce soit absolument indispensable de l'écouter avant. Mais disons qu'on on y parle de nos attentes de la saison de manière un petit peu plus globale. Là, sur celui-là, ça va être un peu plus fun. On se lance dans un épisode pronostic, en fait. Prono, over-under, voilà, vous allez découvrir ça. Pour cet épisode, donc, j'accueille 2 autres membres du Trèfle qui n'ont pas participé au premier épisode et qui font donc leur entrée dans cette nouvelle saison. Il y a Titouan qui est avec nous. Salut Titouan. Salut Johan. Bonjour à tous. Bonsoir d'ailleurs, parce qu'on enregistre le soir pour les petites coulisses du podcast. Ouais. Et puis je suis avec Kevin qui est donc notre rookie et qui attaque, qui est arrivé en fin de saison l'année dernière, mais qui du coup attaque la nouvelle saison aujourd'hui. Salut Kevin. Salut Johan, salut Titouan, bonjour à tous, effectivement, ou bonsoir pour ceux qui l'écoutent comme nous. Effectivement, petite preview, retour de la saison, bientôt qui se profile et nous sommes là pour faire un truc un peu original. Mais je te laisse présenter. Ouais, du coup, avant d'entrer dans le vif du sujet de l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous poser la même question que j'avais posée à Azad et à Vincent, du coup. Comment vous vivez, vous, cette saison-là qui s'annonce particulière parce que on se faisait la réflexion l'autre jour et ça fait quand même un sacré bout de temps qu'on n'est pas au minimum contender, voire qu'on n'a pas l'idée du titre dans un coin de la tête et plus récemment l'idée du titre clairement comme objectif. Titouan, toi, cette première saison où en gros il n'y a pas grand chose à jouer depuis tout ce temps, comment tu le vis? Je te redirai ça du coup dans 7-8 mois, hein, peut-être que je dirai autre chose, mais en vrai je suis intéressé, je suis vraiment intrigué de voir justement parce qu'on voit qu'on a pas mal de trous dans le roster, il y a pas mal de joueurs qui ont des choses à prouver, certains beaucoup, d'autres moins. Et du coup je suis vraiment intrigué de voir ce que ça va donner, et en plus en tant que fan des prospects et de la draft NBA, etc. Je suis content de enfin pouvoir analyser des prospects qui vont se présenter à la draft et me dire il y a une chance que cela finisse au Celtics et pas en fin de second tour. Donc ouais, non, vraiment intrigué de voir qui va tirer sa carte euh, au niveau du secteur intérieur, si tant est qu'il y en a un qui y arrive. Développement de Gonzalez, de Scheierman. Non, franchement, je trouve que même si on sait qu'on gagnera pas le titre, qu'on ira probablement pas loin en playoff, peut-être même pas du tout en playoff, je pense qu'il va y avoir pas mal de choses d'un point de vue purement tactique et basket à voir qui rendent la saison intéressante. Même du point de vue de Mazzulla d'ailleurs, où il va devoir proposer des choses sympas avec un effectif beaucoup moins performant. Donc ouais, ça va être intéressant. Ouais, c'est vrai que de voir comment il va s'adapter, ça peut être sympa effectivement. Ouais, c'est vrai que on sera peut-être amené à faire des épisodes scouting en cours de saison. Ce serait cool si vraiment on sent que la saison va partir vers le bas. Kevin, toi, du coup, je sais pas, on n'a pas eu l'occasion d'en discuter. Je sais pas depuis combien de temps tu suis vraiment de manière assidue la NBA, les Celtics. J'imagine que pour toi aussi c'est relativement nouveau, ou en tout cas c'est lointain la perspective d'une saison sans objectif de titre.
C'est la première que je vis effectivement en tant que fan des Celtics, puisque pour répondre, ça fait depuis la saison 2017-2018 que je suis les Celtics, et c'est là où c'est quand même intéressant de rappeler à quel point on est consistant dans le succès, puisque c'est des saisons où on fait toujours au moins playoff, que ce soit avec Isaiah Thomas, que ce soit avec Jalen Brown, Jason Tatum, etc. Cette saison, elle est effectivement particulière parce que c'est la première fois depuis la dernière saison de Region Rondo. Donc, si je me trompe, c'est 2013-2014 où on n'a pas grand-chose à espérer et où effectivement on peut très bien finir soit pas de playoff, soit début de bas, donc au-delà de la 8e place, soit même potentiellement tanking à voir. Donc c'est intriguant d'un côté, c'est un peu déconcertant pour un fan qui n'a jamais connu autre chose que le succès et la compétitivité. Donc ça va être super intéressant à observer. Comme tu le disais, Titouan, on a pas mal de prospects qui vont pouvoir prendre des minutes, se développer. Il y a notamment du Hugo Gonzalez dont on aura l'occasion de reparler plus tard dans ce podcast. Voilà, petit spoiler, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Et c'est assez intriguant et c'est pour ça que je suis assez impatient et je pense que j'ai besoin personnellement de monter un peu en pression avec le cours de la saison pour voir ce que ça donne et juste profiter de la saison. C'est tout. Eh ben écoute, je pense qu'on en est tous là, ouais, effectivement. Là, c'est vrai qu'au plus ça s'approche, et moi c'est pareil, j'ai vraiment hâte là qu'on y arrive. Eh ben on va démarrer. Donc le concept pour cet épisode, comme j'ai commencé à vous le dire, c'est que on va vous proposer à chaque fois un petit pronostic. On va jeter une petite idée en l'air et on va faire ça la plupart du temps sous la forme d'un over-under, c'est-à-dire qu'on va c'est pas des c'est pas des codes qu'on a pris sur internet ou quoi que ce soit, c'est des trucs qu'on a mis au point nous en réfléchissant à comment on pouvait tourner la saison. Et donc on va commencer comme pour le premier épisode, le premier sujet ça avait été non, j'allais dire une bêtise, on n'a pas parlé. J'allais dire on a parlé des cadres, mais non, c'est pas vrai, on avait parlé du coaching staff en premier. Là, on va commencer par les cadres. Et du coup, on va se pencher sur deux petits pronos. Le premier concerne Jaylen Brown. Et Titouan, je vais te demander d'expliquer à nos auditrices et à nos auditeurs et de nous expliquer un peu à nous aussi, parce que même si on a vaguement une idée du truc, c'est vrai que c'est un petit peu c'est pas si compliqué, mais ça demande quand même d'être posé correctement. On va se concentrer sur le true shooting plus de Jaylen Brown. Et pour ça, je vais te demander donc de nous expliquer bien précisément ce que c'est que le true shooting plus. Yes, alors le true shooting plus, alors déjà avant de partir sur le true shooting plus, il faut savoir ce que c'est le true shooting de basique, enfin le true shooting percentage, qui est en fait une statistique qui calcule l'efficacité d'un joueur en prenant en compte du coup les points, les lancers francs, les shoots à 3 points et en fait avec un facteur, ça permet de mettre en compte dans le calcul qu'un 3 points ça vaut plus qu'un 2 points, qu'un lancer franc ça vaut moins qu'un 2 points, etc., etc. Et bon, je vous passe le détail du calcul mathématique qui est en soi pas très compliqué. Mais en gros, voilà, donc c'est un pourcentage, c'est un chiffre, une statistique qui va déterminer le niveau d'efficacité d'un joueur, donc à quel point le joueur il est efficace, enfin à quel point il a besoin de peu de tirs pour mettre beaucoup de shoots en gros, enfin pour en mettre beaucoup de points. Et le true shooting plus, donc toutes les stats qui finissent en plus quand vous allez sur Basketball Reference, il y a un onglet, je sais plus comment il s'appelle exactement, je crois que c'est Advanced ou Adjust Shooting, où vous avez toutes les stats en plus, donc vous avez le field goal plus, le 2-point plus, etc. Et en fait, toutes les stats en plus, c'est en fait ils font une moyenne de la NBA et en fait c'est où se situe le joueur par rapport à la moyenne.
Et donc 100, c'est la moyenne. Et donc si vous avez 98, vous êtes 2 points en dessous de la moyenne NBA. Si vous avez 102, vous êtes 2 points au-dessus de la moyenne NBA. Et donc pour le True Shooting Plus, c'est pareil. Si vous avez 100 de True Shooting Plus, ça veut dire que votre efficacité est pile à la moyenne NBA. Si vous avez 102, c'est-à-dire que vous êtes 2 points au-dessus de la moyenne NBA en termes d'efficacité. Donc, on va partir là-dessus et en se basant sur ce qu'est le True Shooting Plus, donc la moyenne si on a un joueur qui est à 100 de True Shooting Plus, c'est la moyenne NBA. On vous propose un over-under pour Jaylen Brown en disant qu'il sera à 95 de True Shooting Plus. Alors messieurs, je vous pose la question, over ou under? Alors du coup, je vais me lancer et moi je dis over, donc 95 de True Shooting Plus, c'est-à-dire qu'il est à 5 points en dessous de la moyenne NBA, ce qui est pas catastrophique. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer un peu avec ces chiffres-là, c'est pas catastrophique, mais c'est vraiment pas terrible non plus, surtout pour un joueur à forte responsabilité comme ça, qui a beaucoup de volume. Donc 95, c'est pas terrible, et en fait 95, c'est ce qu'il a fait cette saison. Et du coup, donc moi je dis over, je dis pas over 100 non plus, je pense pas que ça va aller au-dessus des 100. Et en fait, quand on dépasse les 100, c'est qu'on commence vraiment à être efficace et à être un joueur qui est vraiment, en termes de scoring, très intéressant. Mais en fait, je pense qu'il va finir autour des 96-97, parce qu'historiquement, il navigue autour des 100. Il fait des saisons entre 98 et 102 en gros. Et la saison dernière, qui est du coup sa pire saison, il est à 96 d'ailleurs, pas 95, j'avais dit tout à l'heure, mais il est à 96. Et en fait, c'est dû en grande partie à sa pire saison en carrière à 3 points. Et cette année, il va avoir plus de ballons, donc probablement plus de pull-up, moins de spacing autour de lui, donc plus compliqué d'aller chercher des tirs très efficaces comme les tirs au cercle ou les lancers francs. Donc tout ça me fait dire qu'il va pas aller très haut en termes d'efficacité. Par contre, paradoxalement, je pense qu'il va pas faire pire que la saison dernière, ne serait-ce que parce que je pense que même si c'est pas un shooter élite à 3 points, il vaut plus que les 32% à 3 points de la saison dernière. Donc s'il arrive à revenir à ses standards de 35-36% à 3 points, je pense que ça pourrait compenser la perte d'efficacité due au manque de tirs près du cercle ou de lancers francs, et donc lui permettre in fine de rester sur un True Shooting Plus autour des 96-97, ce qui fait ce qu'il a fait cette année par exemple, et ce qui reste quand même assez moyen, mais ça va pas empirer, je pense. Ok, donc Kevin, à toi. Donc du coup, pour tu nous disais en off que t'étais pas hyper à l'aise avec ces stats avancées. Bon, j'avoue que moi non plus, hein, donc c'est pas pour c'est pas pour te jeter la pierre du tout. Mais pour revulgariser un tout petit peu la question, en gros, est-ce que tu penses que Jaylen Brown va être à peu près comme l'année dernière, ou est-ce qu'il va plus s'approcher du standard de la NBA? Et c'est vrai que effectivement la question de ces mauvais pourcentages à 3 points l'année dernière, c'est vrai que ça peut complètement jouer dans l'équation. Déjà, je te remercie et je remercie Titouan pour l'explication. C'était très clair et j'espère que nos auditeurs également l'ont considéré comme très clair. En tout cas, pour moi, ça l'était. C'est une excellente question et pour moi, effectivement, ça va jouer à pas grand-chose. Là, je suis totalement d'accord avec Titouan là-dessus. Le True Shooting Plus de Jaylen Brown, comme disait Titouan, là, je ne fais que répéter, mais c'était 96 qui était effectivement dû à la saison dernière. Là, cette année, il faut aussi se dire qu'une autre variable à prendre en compte, c'est la blessure de JT. Cette blessure de JT, je pense qu'elle va faire évoluer le True Shooting Plus de JB et finalement même les stats au shoot en général de JB, puisque le premier porteur de balle, c'est lui. Alors après, vous me direz qu'effectivement, Jaylen Brown et Jason Tatum, ils partageaient pas souvent le terrain. C'est vrai. Maintenant, effectivement, il sera le premier porteur de balle, quoi qu'il arrive, jusqu'à ce que JT revienne. Ce n'est pas prévu avant l'année 2026. Donc, je pense, comme Titouan, que ça va être un tout petit peu au-dessus, 96-97. Mais tout va dépendre de sa pourcentage de shoot et tout va dépendre aussi de si par rapport à un volume de shoot qu'on peut considérer pouvant un tout petit peu augmenter, il reste toujours aussi performant.
Ça, la question, elle est liée. Donc, je partirais sur un 96-97, voire 98%, mais ce sera entre 95 et 100 pour moi, mais c'est un tout petit peu au-dessus du 95. Ok. Donc une légère amélioration du true shooting plus qui du coup veut dire quand même une amélioration de l'efficacité vu qu'il aura plus la balle. On est d'accord, Titouan, c'est comme ça que ça marche. Oui, c'est ça. Enfin, c'est une augmentation du true shooting plus, c'est-à-dire qu'il sera plus efficace. Et vu qu'il va avoir plus la balle, ça serait intéressant qu'il soit plus efficace parce que du coup, bah, si t'es plus efficace sur un plus gros volume, c'est toute l'efficacité de ton équipe qui en bénéficie. Donc, c'est ce qu'on souhaite finalement. Ouais. On l'espère. Enfin, c'est ce qu'on souhaite si on est de la team. Si on est de la team, on vise haut. Je vous ai pas demandé ça d'ailleurs. Toi, Titouan, tu espères un temps clair et net. Enfin, clair et net. Il le sera jamais, mais t'espères que ça finira par tomber là-dedans ou... Ouais, moi je suis de la team, je suis peut-être un peu trop cartésien pour ça, mais moi je suis de la team, soit t'es compétitif, pas forcément jouer le titre à chaque fois, mais soit t'es vraiment compétitif, tu peux avoir une chance et espérer aller loin en playoff, soit tu tankes. En fait, je pense que le ventre mou en NBA, c'est vraiment Hmm. la pire place à avoir. On le voit depuis des années avec je sais pas, avec les Bulls ou je sais pas, les Raptors depuis qu'ils ont eu leur titre et tout ça. En fait, ça t'amène pas grand-chose de bon parce qu'en fait, t'es pas assez bon pour récupérer un top talent à la draft. Enfin, t'es pas assez mauvais, pardon, pour récupérer un top talent à la draft, et t'es pas assez bon pour espérer, ne serait-ce que passer un tour de playoff. Donc ouais, moi je serais plutôt du genre, on essaye on peut faire semblant de gagner des matchs au début, mais voilà, au bout de 2 mois de compétition, il y a Jalen Brown qui a une entorse de l'oreille gauche et on l'assoit pendant 30 matchs, tu vois, ou pendant tous les back-to-back, on essaye de perdre un peu et on essaye de gratter un pic dans le top 10 de la draft. Ouais. Du coup, ça impactera peut-être. Enfin, quoique non, pas forcément. Du coup, il faut espérer qu'il aura une belle efficacité, mais que s'il est un peu trop efficace et qu'on sent que le but c'est d'aller vers le bas, il sera sûrement amené à moins jouer. Ouais. Kevin, toi, ton ressenti par rapport à ça? Je suis dans la tige, je m'en fiche. C'est assez clair comme ça. Voilà, je pense que si on est bon, pourquoi pas tenter le 7e, 8e place. Voilà, si ça se passe pas bien, on est plutôt tenté, on tank et puis voilà. Mais là encore, c'est clair que même une saison dans le ventre mou, c'est pas facile parce que il y a rien d'excitant. Tu as l'impression d'être juste mid. Je trouve que l'exemple des Bulls, c'est le meilleur, c'est plus marquant. Je veux dire, les mecs, ils sont mid depuis au moins 5 ans maintenant. Il y a pas grand-chose d'excitant. T'as des joueurs qui sont intéressants. Pour moi, Yodo Somnou, c'est intéressant. Lonzo Ball, quand il n'était pas blessé, c'était super intéressant. Mais en fait, t'as pas grand-chose à espérer. T'as même pas espéré d'être un bon pick ou tout ça. En fait, c'est vraiment désagréable comme sensation. Ça reste moins pire et encore, ça reste moins pire qu'une situation à la Brooklyn Nets où ils n'avaient pas leur pick dû à un certain trade de Kevin Garnett et Paul Pierce qui a fait l'équipe des Celtics qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est pas agréable même à vivre pendant une saison. Maintenant, on a notre meilleur joueur qui est blessé et puis on a des jeunes à développer. Donc, si on a du succès comme on en a eu quand Kyrie Irving et Gordon Hayward ont dû sit pour la saison, pour Gordon et pour Kyrie, c'était la moitié de la saison, et nos joueurs prennent des responsabilités et sont performants, bah écoutez, on y va, hein, ça peut toujours, c'est toujours de l'expérience de gagner. Donc, je suis plutôt de la team aller où le vent nous mène en fait. Ok, bon, bah bonne réponse. Moi, je suis plutôt dans cet esprit-là aussi. Ok, donc on va passer à un autre joueur qui va être amené à avoir plus de responsabilités du coup du fait de l'absence de JT. C'est Derrick White. Et Derrick White, on va s'intéresser à son usage. Donc l'usage selon Cleaning the Glass, Titouan, encore une fois, je me tourne vers toi. Tu nous expliques un petit peu parce que tu nous disais en off que Cleaning the Glass prend l'usage d'une manière bien particulière.
Ouais, en fait, si vous utilisez Basketball Reference, en fait, l'usage, c'est une estimation en fait de la proportion, enfin du pourcentage de systèmes joués, enfin d'actions, de possession jouées par l'équipe, où le joueur est impliqué notamment dans le scoring. Et en fait, Cleaning the Glass, lui, va ajouter en plus la partie passing, ce qui fait qu'on peut avoir des variations de usage entre celui de Cleaning the Glass et celui de Basketball Reference. Mais en soi, enfin, ça varie un peu, mais en fait, nous, l'idée, on ne veut pas rentrer dans ces détails-là, je pense, dans ce podcast-là. L'idée, et du coup, je vais peut-être te piquer un peu ton boulot, mais en gros, l'idée, c'était de savoir est-ce que Derrick White va avoir un usage qui va augmenter cette année, donc que ce soit qu'on parte de celui de King the Glass ou de celui de Basketball Référence, ça change pas grand-chose en fait. Le chiffre, c'est juste une manière d'approcher la question et d'aborder le sujet et qu'on en discute un peu. Euh, mais voilà, l'idée, c'est de savoir est-ce qu'on pense que Derrick White va avoir un usage décuplé ou pas. En fait. Ouais, bah écoute, je te remercie. Tu me facilites la transition du coup. Donc voilà, on vous propose en over-under la question suivante. Est-ce que l'usage de Derrick White sera en dessus ou en dessous des 25%? Sachant donc, si je dis pas de bêtises, que en gros, c'est un usage qui correspond à peu près. On commence à rentrer dans la catégorie gros porteur de balle, superstar. Donc, je crois qu'il était un petit peu en dessous. Non, pardon, il était bien en dessous la saison dernière. C'est l'usage qui correspond à peu près à ce qu'avaient Jaylen Brown et Jason Tatum, c'est ça? Alors les superstars sont plus autour des 30. 25, tu vas être sur les meilleurs non-superstars, on va dire, si je peux dire ça comme ça. Ça va être, là j'ai pas d'exemple en tête, mais je pense que ça doit être du Desmond Bane. Ça doit être peut-être du Jamal Murray, je pense. Faut regarder, non, Jamal Murray est peut-être un peu plus haut quand même. Mais voilà, 25, ouais, c'est 25% d'usage, c'est les role players avec vraiment pas mal de responsabilités, mais qui sont pas forcément les superstars. Les stars superstars vont être autour des 30. Mais 25, ouais, t'as quand même pas mal de responsabilités. Et du coup, donc, bon, je vais donner mon argumentaire comme ça sera fait, et on pourra laisser Kevin aussi donner le sien. Mais du coup, moi, je pense qu'il sera au-dessus des 25. Parce que, tout simplement, parce qu'en fait, avec l'absence de Tatum, il y a plus de 30% d'usage qui partent, en gros. Parce que Tatum, cette année, il était à 30, je crois qu'il était à 32 même. Porzingis, qui lui était plus dans un rôle de finisseur et avec un peu moins de ballon, qui était autour des 20% à peu près. Et donc finalement, bah, faut bien remplacer tout ça. Je pense pas que ce soit Minot ou Garza ou Boucher qui vont monter à ce niveau-là. Donc évidemment, ça va être une augmentation collective. Je pense que Peyton Pritchard va augmenter son usage, Simmons va en prendre aussi. Peut-être qu'on va impliquer Shireman aussi un peu plus. Brown va évidemment en gratter un peu. Je crois que Brown il était à 29 cette année de mémoire. Donc je pense que lui il va passer au-dessus des 30% sans trop de problème. Mais du coup, White qui est à un peu plus de 20% cette année, enfin la saison dernière, lui il va facilement atteindre les 26-27%, je pense. Tout simplement parce que faute de mieux en fait, tout simplement à la création et au scoring à Boston. En fait derrière Brown, ça va être le seul, et je pense pas qu'on va faire de Brown un, un porteur de balle héliocentrique où il va être à 35% d'usage et derrière lui il y a que des gars à 20 ou 22%. Du coup, je pense qu'il va White va se partager toute la création et le scoring avec Brown, enfin une grosse partie. Et donc, je pense il sera au-dessus des 25% d'usage. Ouais. Vous êtes en mute, les gars. Bah, non, c'est bon. Bah oui, effectivement, ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que on a peut-être visé un petit peu bas pour notre over-under. Je pense que la question était facile du coup parce que effectivement avec Tatum qui sort de l'équation, j'ai du mal à voir Derrick White ne pas avoir du coup un usage de superstar entre guillemets, mais en tout cas il fait partie il va être parmi les gros porteurs de balles cette saison. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Tu vois un monde où il est en dessous de ça ou c'est
ou c'est clairement au-dessus pour toi? Comme la réponse de Titouan était très complète et je pense pas qu'on puisse faire plus clair que ça, je vais résumer ça en 10 secondes. Vous étiez en train de dire que 25% c'était les meilleurs non-superstars. Voilà, Derrick White est parmi les meilleurs non-superstars de la ligue. Voilà, tout simplement. On va Tout garder simplement. ça, on va le séquencer et on va le mettre sur Twitter. Je sais pas quoi dire de plus, honnêtement. En fait, ton Non, explication non, de mais Titouan était non, parfaite. mais en vrai, je pense que c'est quelque chose qu'on dit souvent sur White. Et en fait, je pense que White, c'est la meilleure, enfin, une des, si ce n'est la meilleure non-superstar de la NBA, en fait. Exact. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On va partir sur un autre type de prono. On va se concentrer sur notre attaque et on va se poser la question de la fréquence à 3 points. Alors là aussi, je pense que notre cote a été un petit peu mal placée parce que la réponse est plutôt facile. Et encore que ça peut se discuter. L'année dernière, les Celtics avaient une fréquence à 3 points qui était autour des 50%, ce qui est historique. Hein. Ça veut dire tout simplement que, en gros, un tir sur deux qui était pris, c'était un tir à 3 points. Donc, c'est gigantesque. Et on se posait la question, en fait, est-ce que ça va être encore le cas cette saison? Donc, fréquence à 3 points, 50% over-wonder. Autrement dit, est-ce qu'on va continuer à avoir ce style de jeu qui va consister à vraiment artiller à 3 points au maximum, sachant qu'on est tous bien conscients des pertes qui ont été les nôtres sur le plan de l'effectif, donc les excellents shooters qui composaient notre roster et qui ne sont plus là. Du coup, on pourrait poser la question comme ça, est-ce que on va continuer dans ce style de jeu en sachant qu'on n'a plus forcément l'effectif pour, ou est-ce qu'on va baisser? Je vais donner la parole à Kevin en premier cette fois. Kevin, pour toi, la fréquence à 3 points, est-ce qu'elle va forcément chuter? C'est une bonne question et je serais assez nuancé. Effectivement, l'année dernière, on avait l'équipe qui jetait le plus à 3 points. Moi, ma question, c'est plutôt, enfin, c'est pas une question, mais c'est plutôt une interrogation par rapport à la saison qui va venir. C'est que jusqu'à maintenant, on a vu un jeu de Joe Mazzulla qui est énormément basé sur le 3 points. Et effectivement, on perd des joueurs qui étaient quand même plutôt bons à 3 points. Kristaps Porzingis, c'est quand même un bon joueur à 3 points. JT, bon, j'en parle pas, c'est un joueur qui artille beaucoup. Mais on garde quand même des joueurs qui savent shooter. On a toujours Payton, on a Anthony Simons qui, alors c'est que des matchs de pré-saison, mais on a quand même une petite idée sur le fait que Anthony Simons risque de beaucoup artiller derrière l'arc. Donc, en fait, j'aurais peut-être que ça va aller à contre-courant de ce que vous pensez, mais moi je pense qu'on va continuer à autant artiller à 3 points, donc je pense qu'on sera un tout petit peu au-dessus des 50%. Après, la différence, elle se fera aussi à l'intérieur. On a moins d'intérieurs qui savent s'écarter à 3 points. Alors Ford savait s'écarter à 3 points. KP savait s'écarter à 3 points. Ce n'est plus trop le genre d'un Xavier Tillman ou d'un Emi Asqueta. Donc ça peut se jouer aussi là-dessus, mais avec l'ajout d'un shooter comme Anthony Simons, je dirais ça va jouer vraiment très peu. Mais je pense qu'on restera au-dessus des 50% au-dessus des 50% d'usage, d'utilisation de shoot à 3 points. Enfin, c'est plus complexe que ça la stat, hein, mais vous m'avez compris, j'espère. Ok, bon, prono osé hein, de la part Oui. de Kevin. Titouan, tu le tentes, le over? Non, moi je pense qu'on sera en dessous. 50%, c'est quand même énorme, et comme tu l'as dit, c'est historique. Pour avoir un peu de comparaison, du coup, Boston avec les 50% de fréquence à 3 points, c'est-à-dire tout simplement un tir sur deux en moyenne qui était pris à 3 points. On était l'équipe numéro 1 en NBA à faire ça, évidemment. La saison d'avant, donc 2023-2024, on était aussi numéro 1 et on était entre guillemets que à 44%. Donc on est resté numéro 1, mais on est quand même passé de 44 à 50%, donc qui est quand même un bon petit gap.
Mais du coup, non, moi je pense qu'on sera en dessous. Euh, je pense qu'on sera en dessous parce qu'en fait, la saison dernière, enfin, on avait quand même le roster qui était on avait un roster, un des tout meilleurs rosters NBA. Et malgré ça, on a vu que ça avait ses limites, en fait, c'est 50% de fréquence à 3 points. Donc, entre ça et le fait que Mazzulla n'a tout simplement plus les outils à sa disposition pour avoir un tel jeu, enfin, en dehors de Cornet, tous les joueurs qui sont partis des Celtics, donc Horford, Porzingis, Jrue Holiday et donc Tatum qui est blessé, c'était tous de bons, voire de très bons shooters à 3 points. Et c'était tous des starters ou presque d'ailleurs. Enfin, tous des gros minutages. Et finalement, tu les as remplacés par un shooter élite, qui est Simmons, ça on est d'accord, qui va avoir beaucoup de minutes. Et le reste, c'est soit des non-shooters à l'instant T, donc ou du moins des joueurs qui sont pas respectés pour leur shoot à 3 points, les Minotes, les Gonzalez, soit c'est des joueurs qui n'auront sûrement pas beaucoup de minutage. Je pense à Luka Garza par exemple, qui est un bon shooter à 3 points, mais je pense pas qu'il va jouer 25 minutes par match et du coup qui va avoir beaucoup d'impact sur la fréquence globale de tir à 3 points pris par les Celtics. Donc voilà, donc je pense que Mazzulla n'a tout simplement plus le personnel en fait, il n'a plus les outils pour faire un jeu basé sur 50% de tir à 3 points. Donc il en faudra forcément, ne serait-ce que pour écarter le terrain et ouvrir des lignes de drive, mais je pense que ça descendra plutôt autour des 35-40% de tir à 3 points. Et d'ailleurs, je dirais non seulement je pense ça, mais en plus je pense vraiment que c'est souhaitable. Parce que si tu prends 50% des tirs à 3 points avec le peu de très bons shooters à 3 points qu'on a, le résultat, je pense qu'il risque de vraiment pas être beau à voir. Ça, je suis totalement, pour rebondir là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. Que justement, si on fait ça à 50%, mon interrogation, c'est plutôt comment Mazzulla va s'adapter à cette nouvelle équipe. En fait, c'était là mon interrogation. Et j'ai pas été très convaincu sur les saisons précédentes de l'adaptation de Mazzulla. Je trouve que c'est un très bon coach, mais je suis pas convaincu là-dessus personnellement. Ce qui fait que je pense que ce sera un peu au-dessus. Mais effectivement, avec les arguments que tu évoques, fait que clairement, et puis c'est la vérité, c'est que c'est plus que souhaitable. On ne shoot pas 50 parce que déjà 50 c'est énorme. Ça a généré, je sais, pas mal de frustration dans la communauté l'année dernière et parfois à juste titre d'ailleurs. Donc en fait, j'ai envie de voir aussi comment, en fait, tout dépend de comment va s'adapter notre coaching staff et à partir de là, quel va être le jeu qui est adapté, mais il serait souhaitable d'être aux alentours des 35-40 en fréquence. Ce serait même largement le mieux pour l'équipe. Mais de toute façon, enfin, je l'avais dit tout au début, enfin, quand Johan m'a demandé comment je voyais la saison à venir, etc. Et j'avais dit que ça allait être intriguant pour les joueurs, mais aussi pour Mazzulla, enfin, voir comment il va réagir, parce que du coup, en fait, il a plus l'équipe, comme j'ai dit, il a plus les outils pour pratiquer le jeu qu'il pratiquait jusqu'à maintenant et qui nous a rendu champions. Et du coup, enfin, j'en reparlerai un peu aussi quand on parlera. Il y a une autre stat qu'on a qui est la fréquence au cercle. Donc quand on l'abordera aussi, parce que c'est forcément lié. Mais forcément, Mazzulla va devoir, comme tu dis, il va devoir s'adapter. Ça va être très intriguant de voir est-ce qu'il est capable de s'adapter et est-ce qu'il va réussir à le faire. Parce que jusqu'à maintenant, moi qui l'ai beaucoup défendu, c'est vrai que adaptabilité, je sais plus parler français, enfin vous m'avez compris, n'est pas forcément la qualité première de Mazzulla. Et du coup, voilà, donc curieux de voir comment il va s'adapter parce qu'il a tout simplement plus le même personnel pour pratiquer le même jeu qu'il faisait jusqu'à maintenant. Et ouais, on sera pas aux séances d'entraînement, mais est-ce qu'il va essayer de transformer des shooters moyens en meilleurs shooters pour s'entêter entre guillemets à vouloir absolument continuer à mettre son jeu en place, ou est-ce qu'il va être capable de s'adapter? Je pense qu'on aura les réponses en cours de saison. Eh ben écoute, puisque tu parlais de la fréquence au cercle, on va s'en occuper tout de suite. Je te laisse nous redonner quelques repères en fait, la fréquence au cercle moyenne en NBA. Enfin voilà, est-ce que tu peux nous donner quelques repères avant que je donne notre pronostic, notre cote pour l'over-under? Alors en gros, la fréquence au cercle, on a par exemple, alors j'ai pas eu le temps de chercher la moyenne exacte, mais on a par exemple des Bucks
qui était 18e de NBA, donc un peu en dessous de la moyenne, et qui prenait 31% de tirs près du cercle. Donc voilà, juste à titre d'information. Pour en fait, vu que le tir près du cercle, c'est le tir le plus rentable, toutes les équipes NBA le savent. Et du coup, l'écart entre les équipes qui prennent le moins de tirs au cercle et celles qui en prennent le plus, le delta est beaucoup plus faible que pour les shoots à 3 points. Parce qu'en fait, les shoots à 3 points, ça va aussi dépendre énormément de la qualité de tes joueurs. En fait, est-ce que tu as beaucoup de bons shooters à 3 points? Alors que les tirs près du cercle, normalement, n'importe quel joueur NBA, que tu sois un gros intérieur avec des mains carrées ou que tu sois le meilleur shooter extérieur, en principe, les tirs près du cercle, quand tu joues en NBA, tu es capable de les mettre. Donc, tu vas chercher à générer beaucoup de ces tirs-là. Et donc, voilà, la moyenne NBA, elle est autour des un peu plus de 31% de fréquence de tir au cercle. Et les Celtics, ils étaient cette année à 25,7%, ce qui les plaçait 28e sur 30. Donc voilà, juste pour information. Donc c'était quelques repères et donc qui montrent que en fait les Celtics prenaient beaucoup de 3 points et du coup, parce que forcément c'est un peu lié, si tu prends beaucoup de tirs à 3 points, c'est qu'il y a des tirs que tu prends pas ailleurs. Et là en l'occurrence, c'est les tirs près du cercle, tu en as pris très peu. Donc 25%, ça te place 28e. À titre de comparaison, l'année dernière, on était à 29%, donc on en prenait un peu plus près du cercle, et on était quand même 26e sur 30, donc on était quand même dans le bottom 5 de la ligue en termes de fréquence de tir pris près du cercle. Ok. Eh ben donc, on vous propose une cote qui se situe un peu entre les deux. En fait, on se dit les Celtics étaient autour des 25% l'année dernière. La moyenne NBA, elle est autour des 30. Est-ce que, c'est une question qui va un peu dans le même sens du coup, est-ce que la fréquence au cercle, on se donne 27%. Donc, en gros, on se demande si les Celtics vont passer vont faire la moitié du chemin entre la fréquence qu'ils avaient l'année dernière et la moyenne NBA. Donc, on vous propose pas un bond extraordinaire non plus. Donc, 27% de fréquence au cercle, over ou under? Du coup, moi, je dirais... Ah, je sais pas, parce qu'en fait, dans mes notes, j'ai écrit under, mais en fait, je me dis, si on est under, c'est chaud. C'est chaud parce que si tu mets pas de shoot à 3 points et qu'en plus tu vas pas au cercle, ça va vraiment être une catastrophe. Il va falloir Donc, très très bien défendre. ouais. Donc je sais pas trop, je suis perdu. Mais je vais dire quand même, en fait, je vais dire under, mais en fait, le plus intéressant, c'est pas vraiment le over ou le under, mais plus l'argumentaire qu'il y a après. Et en fait, c'est que d'un côté, je pense qu'on va prendre moins de 3 points, comme je l'ai dit, donc il faut bien prendre les tirs quelque part. Le problème, c'est qu'avec le manque de spacing, vu qu'on a perdu, comme j'ai dit, beaucoup de joueurs qui spacaient le terrain, ça va être dur d'avoir des lignes de drive et de cut pour générer des tirs près du cercle. Surtout qu'en plus, les 6 joueurs qui prenaient le plus de tirs près du cercle à Boston la saison dernière, parmi les gros volumes, notre rotation de 9 joueurs en gros, il y a Tatum, il y a Brown, il y a Holiday, Cornet, Porzingis et Horford. Et donc sur les 6, il n'y en a qu'un seul qui va jouer pour les Celtics cette année, peut-être 2 si Tatum revient, c'est Jaylen Brown. Sachant que Simmons, ce n'est historiquement pas un joueur qui met énormément de pression au cercle, qui va énormément près du cercle. Je vois pas comment on pourrait avoir plus de tirs près du cercle que la saison précédente, sachant que tous nos joueurs qui prenaient des tirs près du cercle, ils sont soit partis, soit blessés. Donc je pense qu'on sera probablement sous les 27% de fréquence sur les tirs près du cercle. Écoute, j'adore passer à côté de toi parce que il a Ouais, tous c'est vrai les qu'à chaque fois, je le fais argumentaires. pas. C'est Je trop te lance facile. en premier et du coup, tu sais plus trop comment ouais. Ah La non, mais c'est prochaine, elle trop. est pour toi, promis. Ouais, avec plaisir. Non, c'est facile parce que en fait, les argumentaires, c'est difficile d'aller à l'inverse de ce que tu dis. Et moi, bon, je vais dire under parce que ça vient avec le prono que j'ai fait tout à l'heure, qui est effectivement complètement osé, forcément. Mais la stat que tu as évoquée, elle est très intéressante et effectivement, on parle de Simmons, Simon Simmons, je sais pas comment vous le prononcez, mais c'est pas un mec qui va beaucoup au panier, c'est pas
avec nos nouveaux joueurs qu'on va combler le gap de shooter énormément au cercle. Donc, à mon avis, ce sera un under. Je pense pas qu'on shootera énormément, shootera énormément au cercle. En tout cas, qu'on attaquera beaucoup le cercle. On verra, hein, mais si je reste sur mes stats, si je reste sur mon pronostic, il y aura beaucoup de 3 points. Il y aura quelques mid-range et un peu moins de tirs dans la raquette. C'est là où mon argumentaire est un peu bancal, c'est que moi je dis qu'on va prendre moins de 3 points et on va prendre moins de tirs au cercle. Et donc du coup, c'est-à-dire qu'il va y avoir un camion de tirs à mi-distance Ouais. et je pense que c'est pas souhaitable. Ouais, c'est ce qu'on se disait avec Azad et Vincent sur le premier épisode. Elle risque d'être longue cette saison quand même. mais du coup, elle nous donnera plein de matière pour faire des podcasts et ça c'est cool. On va revenir sur le 3 points, mais cette fois-ci, on va partir sur un over-under en pourcentage et on va parler de Peyton Pritchard, qui était donc le joueur des Celtics l'année dernière qui avait le meilleur pourcentage à 3 points. Il était au-dessus des 40%, hein, si je dis pas de bêtises. Quand Oui. tu me corriges, mais Ouais, hein. je crois même qu'il était à 41, je crois. 41, ouais, c'est ça, c'est ce qui me semblait. Ok, donc plus de pression, plus de responsabilité, sans doute plus de tirs, plus de temps de jeu, ça je sais pas trop, mais en tout cas, ouais, un costume qui va forcément s'agrandir un peu pour Peyton Pritchard. Donc on lui accorde 1% de baisse autorisée et on va parier donc sur une cote à 40% à 3 points pour Peyton Pritchard. Allez Kevin, c'est à toi du coup. Over, under. Waouh, celle-là, elle est pas simple. Parce que ouais, j'étais en train de regarder les stats et effectivement, Peyton Pritchard la saison dernière, on était à 40,7% à 3 points, ce qui est des stats toutes sommes pas mal, voire très bonnes pour un même pour un shooter. On est parmi ses meilleurs pourcentages, en tout cas en gros utilisation, et c'est aussi une des grosses explications pourquoi il a été 6e homme de l'année précédente. C'était pas cette année, c'était l'année d'avant ou c'était cette année 6e homme? Dites-moi si je me trompe. C'était cette année. Merci. C'était Non, cette année. c'était cette saison-là, il en sort. Ok, très bien. Tant mieux, je vais pas oublier une saison en cours de route. Je suis satisfait de ma mémoire. Je pense que je vais mettre un tout petit peu en dessous. Pour moi, il sera à 39. Justement parce que tu as donné un début d'argumentaire, Johan, c'est qui aura, je pense qu'ils vont plus le couvrir. On a moins de joueurs dangereux dans notre équipe. Et donc, un Peyton Pritchard sera plus surveillé, surtout qu'on connaît sa valeur à 3 points. Pour moi, le débat, il se trouve pas dans Peyton Pritchard. Pour moi, c'est mon questionnement personnel. Et on en a un peu parlé d'ailleurs en privé, donc on ressort un peu. C'est plutôt, est-ce qu'Anthony Simons va réussir à avoir des bons pourcentages de shoot? Je crois de souvenir que c'est pas quelqu'un qui atteint souvent les 40%, mais pour moi, s'il y a quelqu'un dont le pourcentage à 3 points peut faire évoluer d'un côté ou d'un autre l'équipe, c'est bien lui. Parce que c'est un peu le joueur qui va être utilisé pour surprendre l'adversaire. Ça s'est un tout petit peu vu en pré-saison. Et encore une fois, effectivement, la pré-saison, ce n'est pas la saison régulière, mais ça permet de voir quelques pistes de réflexion sur des stratégies ou des façons de mettre en place le jeu collectif. Et on voit bien qu'Anthony Simons, c'est quand même un joueur qui reste beaucoup derrière la raquette et qui est souvent trouvé en sortie d'écran. Vous me dites d'ailleurs si je dis des bêtises. Donc ça va plutôt se situer à son niveau, et si jamais il arrive à avoir un pourcentage élevé à 40%, ce que pour moi c'est possible, mais je ne pense pas que ce sera le cas, dans ce cas la saison des Celtics peut être différente dans un sens comme dans un autre. Maintenant, je pense que les deux seront un peu en dessous des 3 points, des 40% à 3 points. Ok, ouais, bah du coup, je comptais vous le proposer juste derrière, mais
tu m'as tu m'as ouvert la voie. Donc Titouan, on commence par Peyton Pritchard. À ton avis, est-ce qu'il va baisser de plus de 1%? Je pense qu'il sera en dessous aussi. Comme l'a dit Kevin, en fait, c'est le même argument qu'on avait eu un peu pour White et même pour Brown. Le fait qu'il n'y ait plus Tatum va forcément un peu décaler les responsabilités défensives des adversaires, dans le sens où, si je schématise, le meilleur défenseur pardon, défendait Tatum. Là maintenant il va devoir défendre Brown, c'est-à-dire que le joueur qui défendait Brown va devoir défendre White, le joueur qui défendait et ainsi de suite. Bon, en vrai c'est un peu plus compliqué que ça parce que les défenses c'est plus collectif qu'individuel, mais c'est juste pour schématiser, pour dire que Pritchard va probablement avoir plus de minutes, peut-être plus de responsabilités balle en main, et donc être probablement mieux défendu que les années précédentes. Donc ça c'est un point qu'a avancé Kevin et sur lequel je suis d'accord. Et l'autre point aussi, moi que je m'étais noté, enfin que je pense qu'il va jouer sur le fait que le pourcentage à 3 points de Pritchard va un peu baisser, c'est que tout simplement il n'y a plus beaucoup de porteurs de balles avec Tatum qui est parti, même bon, Porzingis c'était pas vraiment un porteur de balle, mais il avait pas mal de responsabilités au scoring. Je pense que Pritchard, on va lui en demander un peu plus balle en main, on va lui demander de créer un peu plus et surtout de créer un peu plus pour lui. Et du coup, je pense que justement avec tous ces départs, il va avoir un peu plus d'usage et donc un peu plus de création et donc un peu plus de pull-up. Et très souvent, le pourcentage sur les pull-up à 3 points est plus faible que sur les catch and shoot. Donc je pense que son pourcentage global à 3 points sera un peu plus faible que la saison dernière, mais pas de beaucoup parce que c'est un shooter élite. Je pense qu'il va finir, je sais pas, 38-39%, ce qui est un pourcentage excellent, surtout si tu prends pas mal de pull-up. Ok. Et du coup, Anthony Simons, à ton avis? Alors Anthony Alors Simons, je crois qu'il est. juste pour, je regardais là vite fait, il a dépassé évidemment, j'ai fermé la page entre-temps parce que je cherchais autre chose. Donc du coup, ça va pas le faire. J'y reviens vite, excuse-moi. Anthony Simons à 3 points. Sur les dernières saisons, il nous fait 36-3, 38-5, 37-7. Et donc en 2022, 2021, 2022 et 2020-2021, il avait dépassé la barre des 40%, il était à 40,5 et l'année d'avant il était à 42,6. Alors après il faut voir la fréquence et le nombre de tirs pris. Mais bon, c'est sur 64 matchs joués quand même. Donc ouais, je pense que en tout cas, c'est pas des chiffres qui lui font peur sur le papier, mais ça commence à dater un peu. C'est surtout que je crois que la saison 2020-21, si je dis pas de bêtises, je me demande si c'est pas la saison post-Covid où du coup il y a. J'ai peut-être une bêtise, hein, mais je crois qu'il y a personne, il n'y a pas de public dans les salles. Et du coup, tout le monde a super bien shooté en fait. Possible, Mais de toute façon, enfin, Anthony Simons c'est quand même un excellent shooter. Parce que même ces dernières saisons où il est à 36, 38, 37%, déjà ça reste des bons, voire très bons pourcentages, mais surtout sur un volume, il en prend quasiment 10 par match. Enfin, le volume est énorme. Quand tu fais ces pourcentages-là sur un volume aussi gros, ça atteste quand même d'un shoot qui est quand même bien en place. Donc mais je pense pas qu'il atteindra les 40%, un peu pour la même raison que Pritchard, c'est que je pense qu'on va lui demander de créer un peu plus de balle en main que ce qu'il faisait à Portland. Et du coup, forcément, je pense qu'il va prendre plus de pull-up et moins de catch and shoot, et donc le pourcentage à 3 points sera en dessous des 40%. Je pense qu'il sera autour des, je sais pas, 36, 37, 38%, un truc comme ça. Under donc pour tous les deux, d'accord. Allez, on change de prono. On va passer à un prono collectif. On va parler de l'équipe entière et on va parler du net rating. Alors, ça, je sais l'expliquer, donc je vais le faire. Le net rating, donc si jamais il y en a parmi vous, parmi nos auditrices et nos auditeurs qui savent pas exactement ce que c'est, c'est tout simplement la différence entre l'offensive rating et le defensive rating. Donc en gros, je prends un exemple tout basique. Si on a un offensive rating qui est par exemple de 110, ça veut dire qu'on met 110 points sur 100 possessions, et un defensive rating de 100, par exemple, hein, pour prendre des nombres ronds et que ce soit facile à comprendre. Donc on encaisse en moyenne 100 points par
pour 100 possessions, eh ben, le net rating sera la différence entre les deux, et donc on aura un net rating de 10, tout simplement. À l'inverse, une équipe qui encaisse en moyenne 10 points de plus que ce qu'elle en marque, elle aura un defensive rating de moins 10. Et donc, eh ben, on va tenter un pari pour le net rating. J'ai dit le defensive rating, c'est le net rating, hein, pardon. Donc le net rating, c'est la différence entre l'offensive rating et le defensive rating. Et donc, on va parier sur un net rating à 0 pour les Celtics. Alors, à peu de choses près, évidemment, c'est la moyenne NBA, hein, puisque là, je regardais les classements de l'année dernière. Le 15e, il était à... Je le retrouve, pardon. Le 15e était à 0,6, le 16e à 0,4. On passe à moins 0,2 avec le 17e. C'était le Heat et le Magic, juste pour donner une petite idée. Je sais pas si c'est très parlant. Mais voilà, il n'y avait pas d'équipe à 0, mais on avait le Heat à 0,4 et le Magic à moins 0,2. Alors, je sais pas si ça nous aidera beaucoup pour notre pari, mais du coup, c'était pour donner un petit repère. Alors, Titouan, c'est ton tour cette fois. Net rating collectif des Celtics, 0. Over ou under? Là, je vais passer pour un hater, parce que je pense que je vais dire under. On a, tu l'as dit en plus, tu vois, tu as des équipes qui étaient autour de la moyenne, autour des 0, comme le Heat ou le Magic. Et en vrai, je pense que la saison à venir, on a une équipe qui est plus mauvaise que la saison du Magic de l'année dernière ou du Heat de l'année dernière, en fait. On n'a vraiment aucun protecteur de cercle potable. Notre meilleur protecteur de cercle, je pense, c'est Derrick White. Et c'est cool, hein, mais c'est un défenseur qui va passer la majeure partie de son temps sur le point of attack, donc plutôt à défendre l'extérieur, donc pas proche du cercle, à protéger la raquette. Il y a Keita qui peut faire 2-3 trucs corrects, mais on va voir s'il peut en progresser, hein, et personne ne lui interdit de progresser, mais il est quand même pas assez naïf. Il y a beaucoup de gamble, il parie beaucoup sur les contres, où il va sauter un peu trop tôt et un peu pour rien. Et du coup, si on fait le résumé de l'intersaison, défensivement, tu as numériquement remplacé Giroud, Holiday par Simmons, donc t'as remplacé un excellent défenseur par un défenseur négatif. Et le trio Horford, Cornet, Porzingis, qui étaient 3 bons défenseurs, tu les as remplacés par Garza, Boucher et un rookie de second tour. Alors on peut avoir des bonnes surprises, on peut espérer du progrès de la part de Keita ou des choses comme ça, mais je pense que notre défense globale va vraiment être dans la partie basse de la NBA. Et voilà, et c'est pas une critique envers un seul joueur, c'est juste qu'on n'a plus les outils pour avoir une défense top 10 NBA. Si c'est le cas, il faudra faire une statue à Mazzulla pour le coup. Mais voilà, donc je pense que le net rating sera négatif, donc sera en dessous de 0, parce que je pense qu'on arrivera à avoir une attaque peut-être tout juste dans la moyenne, c'est tout juste positif. Je pense qu'on pourra avoir du plus 0,5, plus 1 en termes d'offensive rating, mais je pense que notre defensive rating sera facilement au niveau des -3, -4, et en fait, du coup, le net rating sera légèrement inférieur. Oui, après, juste pour illustrer juste une chose que j'ai pas dit, le net rating peut dépendre aussi, enfin, tu peux faire la moyenne de 2 choses moyennes, ou alors la moyenne de choses qui sont complètement à l'opposé. C'est-à-dire que pour reprendre l'exemple du Magic, ils avaient je sais plus, j'ai plus sous les yeux, mais en gros, ils avaient le 2e meilleur defensive rating de la ligue, je crois, et par contre, ils avaient le 27e meilleur offensive rating. Et le Heat, ils étaient plus proches de la moyenne, c'est-à-dire qu'ils étaient 10e, 20e, enfin, ça peut jouer si tu prends des tolls, mais que à l'inverse, tu marques, si tu perds de très peu de points ou que tu gagnes de très peu, ça te met un offensive rating, un net rating, pardon, qui est proche de 0, alors que ça peut être tourné différemment. Et donc, pour info, ce qui n'apportera pas grand-chose non plus, parce qu'effectivement, l'équipe a tellement changé que ça n'est plus tout à fait d'actualité. Mais l'année dernière, les Celtics avaient le 2e net rating de la ligue avec plus 9,4. Voilà. Ouais. Et qui était d'ailleurs, je crois que le trio c'était Boston, Cleveland et le Thunder, qui avaient tous les 3 des net ratings au-dessus de plus 9. Ok, ici je crois qu'ils étaient même à plus 13 ou un truc comme ça. 12,7. Voilà, et il me semble que
faudrait que je retrouve l'info, mais il me semble que ces 3 net ratings là, donc de la saison dernière, ils font partie des 10 ou 15 meilleurs, ou 20 peut-être, meilleurs net ratings de l'histoire NBA. de l'histoire. Donc pour Ouais, dire à ça quel point c'était vraiment un truc de fou. Oui, donc du coup, il y a très peu de chances qu'on réitère, hein, mais on sait jamais. Oui. Pour toi, Kevin, over-under à 0? Déjà, effectivement, je vais d'abord partir sur un petit hors-sujet du coup, sur ce que vous évoquiez, et les stats que tu évoquais, Titouan, notamment sur le fait que ces 3 net ratings étaient les plus élevés. Je pense comme on est sur une NBA qui se tourne de plus en plus vers l'attaque et le nombre de points marqués, et des équipes qui sont de plus en plus performantes offensivement, je pense qu'on se dirige vers une ligue où ces records seront de plus en plus battus. Ça, c'est mon petit aparté. Maintenant, pour la stat, effectivement, j'allais rappeler la stat avant que tu t'en occupes, Johan, donc je ne te remercie pas, mais ce n'est pas grave. Je vais pouvoir construire mon argumentaire quoi qu'il arrive. Euh, je partirai également sur un under. Pour ma part, ça fait également hater, mais ça me semble être le plus réaliste. Tout simplement parce que, comme ça a été dit précédemment, parmi nos meilleurs joueurs, quasiment beaucoup de nos meilleurs joueurs, qui étaient aussi de très bons joueurs offensifs, sont partis. Défensivement, c'est également compliqué. On a quand même des bonnes armes défensives. Enfin, on parle de Jrue Holiday notamment, qui est parti. Kristaps Porzingis est un bon protecteur de cercle. Enfin, on va dire bon quand il n'est pas blessé. Et que même si c'est difficile, même si c'est compliqué des fois défensivement pour lui, il a quand même montré de très bonnes choses sur ses dernières saisons, sur sa capacité à protéger le cercle, puis ça reste quand même une force de dissuasion. Quand tu fais quand même plus de 2 mètres, 2 mètres 15, tu es une force de dissuasion à toi tout seul. Donc voilà, maintenant on perd de ça, on perd de la puissance offensive et on perd de la puissance défensive. Donc cet ensemble d'éléments couplés ensemble font qu'on se dirige plutôt vers un net rating négatif. Alors, quand je dis négatif, je ne pense pas qu'il sera beaucoup négatif. Je pense que ça tournera aux alentours des 0,5, 1, donc moins 0,5, moins 1. Donc ça va être très proche de la moyenne. Et c'est un peu une saison du coup à la Miami Heat, Orlando Magic en soi. Donc je pars sur un under de très peu, ce qui veut dire qu'il peut toujours y avoir un over de très peu également. Ouais, tu te mouilles pas trop, quoi, en gros. Oui, totalement. Voilà. Non, mais en même temps, c'est vrai que c'est là, pour le coup, je pense que c'est plutôt bien visé, le 0 de net rating. Ok. Bon, alors il nous en reste une. On va parler de notre rookie, monsieur Hugo Gonzalez. Et on va vous proposer un over-under sur le nombre de minutes qu'il va jouer. Alors on est parti sur 800. Juste pour illustrer ça un tout petit peu, 800 minutes, on va partir du principe que s'il joue 80 matchs, ça veut dire qu'il joue 10 minutes par match. Il y a peu de chances que ce soit le cas, mais il y a peut-être plus de chances qu'il joue moins de matchs et plus de temps. Ce qui s'en rapproche le plus de l'année dernière, c'est Neemias Queta. Neemias Queta, il était l'année dernière aux alentours des 860 minutes, ce qui correspond à environ 14 minutes sur 62 matchs. Voilà. L'année dernière, Neemias Queta a joué 62 matchs. Il arrive au total à 863 minutes, donc ça fait un peu moins de 14 minutes par match. Voilà. Et juste pour donner, ici ça va l'illustrer quand même, mais notre rookie l'année dernière, Belor Scheierman, il avait joué 31 matchs avec une moyenne de 12,3, donc d'un peu moins de 12 minutes et demie, et ça le faisait arriver à un total de 381 minutes. Donc la question, c'est est-ce que Hugo Gonzalez va jouer à peu près le double de ce qu'a joué Belor Scheierman la saison dernière? Est-ce qu'il va jouer à peu près comme Neemias Queta? Et donc, est-ce qu'il aura 800 minutes au total, over ou under? Allez, Kevin, à toi. Allez, c'est à moi. Du coup,
Petite stat intéressante, nous avons donc 48 minutes dans un match NBA qui se répartit entre 5 joueurs, ce qui représente déjà 240 minutes, que vous multipliez par 81, ça fait, si je fais les calculs, ça fait 19 440 minutes. Donc voilà, il y a 19 440 minutes à se répartir entre tous les joueurs de l'effectif. Je pense que mon calcul est bon. Maintenant, là encore, on est sur donc un rookie. On est sur Hugo Gonzalez, un jeune rookie, un Espagnol, pour une équipe qui va pas mal sonner espagnol. D'ailleurs, cette année, ça m'énerve de dire ça, mais ce sera le cas, puisqu'entre lui et le Garza, nous allons avoir 2 joueurs de nationalité hispanique. Heureusement, il ne joue pas la France, donc je pense que nous serons moins maltraités que d'habitude par les Espagnols. Je pense qu'il sera au-dessus, parce que là encore, c'est utiliser l'énième argument des départs, mais c'est un très bon argument, parce que vous perdez pas mal de joueurs qui mangent des minutes. Alors, j'ai pas les stats exactes du nombre de minutes qui avaient été prises par des Jrue Holiday, des Kristaps Porzingis, des Al Horford, mais il y a pas mal de minutes dans le tas. Donc, il faut bien redistribuer ces minutes. Et c'est pas, et on va pas prendre toutes ces minutes et les donner qu'à Jaylen Brown ou à Derrick White. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Sinon, ce serait trop facile. Et ce serait trop facile pour nous, mais ce serait aussi épuisant pour les 2 joueurs en question. Pareil pour Peyton Pritchard et Anthony Simons. Donc, une partie des minutes vont être distribuées en direction des joueurs, des meilleurs joueurs actuels. Il y aura des minutes qui seront distribuées à Anthony Simons. On peut estimer un bon 25 minutes par match pour Anthony Simons. Et derrière, il faut qu'il y ait donc du Nimias Queta, du Bayer Sherman, du Hugo Gonzalez qui ait des minutes. Et je pense que Hugo Gonzalez aura plus de minutes que Queta a eu la saison dernière. Parce que il va bien falloir faire jouer les jeunes et que Gonzalez est quand même un joueur à potentiel et que nous sommes dans une saison où nous n'avons pas grand-chose à jouer. Donc, si nous n'avons pas grand-chose à jouer, autant développer les jeunes. Ça me semble être totalement la saison pour qu'on voit un Hugo Gonzalez à 850, 900 minutes en fin de saison. Ouais, je suis assez d'accord sur le principe. La question, c'est que c'est vrai que, enfin, la question dans la question, c'est que Joe Mazzulla n'étant pas spécialement fan du fait de faire jouer les rookies, la preuve encore l'année dernière avec Baylor Sherman qui n'a eu que 360 minutes. Mais en même temps, oui, comme tu dis, c'est vrai que ça semble assez logique que ce soit quand même le cas cette saison. Titouan, qu'est-ce que tu en penses? Bah, en fait, je m'étais dit la même chose. Je m'étais dit, quand j'ai vu ce over-under, je m'étais dit, ça va être compliqué pour lui, parce que Joe Mazzulla, et d'ailleurs, il se le cache pas, il l'avait même déclaré l'année dernière que lui, il aime pas faire jouer les rookies. Il aime bien les faire un peu bosser, on va dire, limite faire une année redshirt, comme ils appellent à la fac, ou vraiment une année où tu t'entraînes, mais tu joues pas vraiment. Et en fait, le truc, c'est que je pense qu'il sera quand même au-dessus des 800 minutes, Hugo Gonzalez. Déjà parce que c'est un premier tour de draft, et quand tu me lâches un premier tour de draft sur un joueur, c'est quand même un certain investissement. Et du coup, bah, tu as envie de le faire fructifier, cet investissement. Et l'autre truc aussi, c'est que je me dis, on sait que Jordan Walsh, il a pas l'air d'être dans les petits papiers de Joe Mazzulla. Et du coup, au bout d'un moment, bah, c'est un peu ce que je disais pour l'usage percentage de White. C'est qu'au bout d'un moment, faute de mieux, il y aura pas trop de choix que de le faire jouer, parce que bah faut bien faire jouer des gens en fait. Et avec tous les joueurs qui sont partis et les joueurs qui sont arrivés, les Josh Minott, les Luka Garza, bon, peut-être que Josh Minott, il a bien une tête de joueur que Joe Mazzulla va adorer, parce que c'est un super bon défenseur. Mais toutes les recrues ne vont pas forcément jouer de gros minutages. Donc je pense qu'au bout d'un moment, bah, juste parce que faut bien mettre quelqu'un sur le terrain, rien que pour ça, je pense que Hugo Gonzalez, il aura ses 800 minutes dans la saison. Ouais. Et juste pour reprendre un petit peu les minutages, donc par rapport à ce que demandait Kevin tout à l'heure. Alors, je suis pas sûr que
que les minutages de Kristaps Porzingis ou de Al Horford soient très pertinents dans le calcul, vu que c'est des intérieurs et que du coup, c'est plus les minutes de Tatum, du coup, qui vont devoir être réparties. Pour info, Tatum a joué 2622 minutes la saison dernière. Donc ça, il va falloir le répartir. Alors certes, Brown va en prendre un peu plus. Hauser va peut-être en prendre un peu plus. Enfin voilà, il y a des gens dans l'aile qui vont en prendre. Mais comme tu disais, ouais, même si on considère qu'un Josh Maynard prend pas mal de minutes, 2600, c'est quand même beaucoup. Sachant que Jaylen Brown, lui, en a joué pas loin de 2200. Donc ça va être difficile de lui en faire jouer plus. Et à partir de là, ouais, je suis assez d'accord. Je pense que, enfin, j'espère en tout cas que Hugo Gonzalez aura ses minutes. Ouais. Ah, et petite parenthèse pour Kevin, mais alors c'est peut-être moi qui je suis pas très dans les gossips ou la vie privée, on va dire, des joueurs, mais je crois que Luka Garza il est américain. Je suis pas sûr qu'il soit espagnol. Parce que tu disais qu'il y avait 2 joueurs espagnols, mais Ah oui. Après, c'est pas la vie privée, hein, c'est la nationalité. non, mais il y a peut-être des trucs que je sais pas. Il Non, a peut-être non, une belle-mère effectivement, espagnole, j'en sais rien. tu as raison. Et c'est même pire, il est américano-bosnien. Alors, donc, nationalité sportive bosnienne. Donc, effectivement, j'ai pensé que c'était espagnol. Je crois que ça a trop sonné espagnol et j'ai trop été martyrisé par Pogazol. Donc, à partir de là, je crois que tout nom un tout petit peu hispanique me fait mal au cœur. Voilà. Ouais. Ok. Bon, eh ben, on va essayer de finir par 2 petits pronos un petit peu plus fun, parce que c'est vrai que là, on était sur du très sérieux, de la stat avancée, il y a eu du minutage quand même, mais on va en faire une sur les trades qui vont avoir lieu avant la trade deadline. Alors, on a pris un pari qui est de 2,5. Donc, juste pour l'explication, s'il y en a qui n'ont pas l'habitude de ce genre de coupe, on met 1,5 tout simplement pour dire que, en gros, si on avait dit 2, plus ou moins, ça élimine le 2, hein, évidemment. Donc on dit 2,5. Donc si on dit under, ça peut être 1 ou 2. Et puis si on dit over, c'est à partir de 3, évidemment. Alors, nombre de trades effectués du début de la saison jusqu'à la deadline, 2,5. Titouan, qu'est-ce que tu en penses? Over ou under? Je vais dire under parce que déjà 3 trades, 3 trades c'est beaucoup quand même. Hein. Ouais, c'est beaucoup. Ouais, et surtout vu qu'on a dit jusqu'à la deadline, on compte pas l'été de l'année prochaine. Donc je pense que des Derrick White ou des John Wall ne seront pas tradés à la deadline. Et s'ils le sont, je pense que c'est même pas sûr que ce sera le cas, mais s'ils le sont, ce sera l'été prochain, je pense. Mais je pense qu'un Anthony Simons et ou un Sam Hauser pourraient faire leur valise d'ici la deadline. C'est vraiment les deux que je pense qui pourraient partir. Surtout si on a un des 2 jeunes comme Gonzalez ou Shireman qui émergent. Donc ouais, je dirais 2 trades. Donc under. Mais alors, 2 trades, c'est-à-dire 2 échanges ou bien 2 joueurs échangés? Ça peut être tu vois ce que je veux dire? Il y a 2 joueurs qui peuvent partir en un seul trade. 2 échanges. Non, je veux dire 2 échanges distincts. 2 joueurs échangés, pas plus. Tu vois pas un Minot ou un... Non, je veux dire justement, je veux dire 2 échanges, 2 trades. Après, il peut y avoir plusieurs joueurs. Ça peut être un trade où on envoie Hauser contre du pick et un trade où tu as Simmons plus Garza, par exemple, ou plus Minot. Il peut y avoir plus de 2 joueurs, mais je pense qu'on aura 2 trades distincts. D'accord. Ok, qu'est-ce que t'en penses, Kevin? C'est d'accord. Je veux dire, concrètement, la trade deadline, généralement, c'est fait pour des contenders pour se renforcer. On n'en est pas un. Et concrètement, tu trades qui à la deadline Anthony Simons parce que c'est sa dernière année de contrat? Ok, peut-être. Sam Hauser? Ok, peut-être. Mais ce qui est intéressant dans cette équipe, c'est qu'on a pas mal de pièces entre guillemets de trade, mais je ne pense pas que à la trade deadline nous aurons quelque chose à ajuster. En fait, si ça se déroule comme on a l'impression que tout va se dérouler et que ça va être un peu la saison test où on verra de nouvelles choses se produire à tout le sens du terme, donc au niveau du jeu, au niveau des responsabilités. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à trader des joueurs à la deadline, excepté ceux en fin de contrat. Et c'est là où un gars comme Anthony Simons, il prend assez de
de valeur. Je ne pense pas que Brad attende trop longtemps pour le trader et essayer de récupérer une pièce, surtout pour un joueur qui est quand même en fin de contrat. Donc, il y a un gros candidat au trade, c'est lui. Sam Hauser, c'est également pareil, c'est un gros candidat au trade. Si jamais sa cote augmente, alors c'est une bonne question. On n'a pas tant parlé que ça aurait pu faire l'objet d'une discussion entre nous, mais la question Sam Hauser, c'est à quelle place il va avoir dans cet effectif? Est-ce qu'il aura beaucoup de responsabilités? Ça aussi, c'est une bonne question, sachant que sa saison dernière, si je me trompe pas, c'était quand même un petit peu en dessous des attentes. Donc à voir en fait. Pour moi, il n'y aura pas plus de trade. En fait, tout dépendra du déroulé de la saison. Et si on reste sur notre pronostic actuel que la saison se déroulera comme ça, il n'y a pas d'intérêt à faire beaucoup de trade. Donc ce sera pour ma part aussi under. Ok, bon, et donc comment finir un épisode pronostic sans sans un pronostic sur le classement du coup. Donc on vous propose un over-under aussi pour le classement. Classement de saison régulière pour les Celtics, 6e et demi du coup, pareil, pour savoir si on sera au-dessus ou en dessous. Moi, je la trouve un peu haute, hein, mais bon, on va voir. Kevin, cette fois, je te donne la parole en premier. Est-ce que les Celtics finiront au-dessus ou en dessous de la 6e place et demi? Over, under? Ah, le over-under est effectivement trop. Je ne pense pas qu'ils finiront Ouais, au-dessus il est mal calibré. Ouais, bon. Tu vois, si on était à 8e, je pense que là, il y aurait une discussion. Après, on peut se dire, on part sur over-under 8e. Honnêtement, il y a une discussion. De toute façon, comme dit, les chiffres qu'on donnait, c'était plus un prétexte pour aborder tel ou tel sujet. Là, en gros, le prétexte, c'est juste d'aborder, de manière un peu fun, à quelle place tu penses que les Celtics vont terminer? Ok. Eh ben, ouais, non, tu as raison. Donc, la réponse évidente, under. La réponse moins évidente, c'est la place, du coup. Je pense que, à mon avis, ce sera, allez, ça va être très large, hein, mais entre la 8e et la 12e place, ça me semble être même 7e, 12e place. Réalistiquement, je pense que c'est play. Donc, je nous place possiblement 9e. Moi, je trouve que c'est super dur on a l'impression d'essayer de faire une moyenne entre deux choses qui sont, comment dire, je pense que cette saison, elle peut avoir deux visages tellement différents en fonction de, autant ça me choque pas si on finit 6e, autant ça me choque pas si on finit 13e. Mais du coup, j'ai du mal à me dire, du coup, 6 plus 13, on va faire une moyenne et on va dire qu'on va finir 9e parce que ça me semble beaucoup moins probable. Je pense que soit on a des bonnes raisons de s'accrocher, la saison se goupille pas trop mal, on arrive à quelque chose et Tatum revient en forme et du coup tu te dis bon on gagnera pas le titre mais on va la jouer à fond et dans ce cas-là je nous verrais bien finir 6e, 7e sans problème. Soit Tatum revient pas, on perd trop de matchs, Brown se blesse, comme tu disais, Titouan, j'ai bien aimé tout à l'heure, voilà, entorse de l'oreille de Derrick White, etc. Tous les prétextes sont bons pour perdre des matchs parce qu'on sait que de toute façon ça marchera pas. Et là, dans ce cas-là, 13e, même 14e, en mode oh là là, grosse dégringolade. Mais viser au milieu, j'ai un peu du mal, moi. Donc ouais, moi je vais faire une réponse. Bon, du coup, le 6,5, je serai under de toute façon, mais je vais faire une réponse un peu biscornue et je nous vois mal au milieu entre les deux. Je pense que soit on va s'accrocher et effectivement, 6e, ça peut être un plafond. Et puis sinon, si on lâche, autant descendre pour de bon et 13, 14e, pourquoi pas. Je suis plutôt d'accord avec toi avec le fait que je pense pas qu'on sera au milieu, mais pour moi, je pense moi je me mets quand même 9-10, voire, ouais, je dirais entre 9 et 11, si je veux faire une fourchette pas trop large.
En fait, c'est tout simplement parce que pour moi, ça va au-delà de notre équipe à nous. Et d'ailleurs, ça va me permettre de faire une petite parenthèse par rapport à l'épisode que nos copains ont fait, qui a eu quelques critiques, j'allais dire pas mal, mais c'est pas comme si on avait 200 000 viewers non plus. Mais on a eu quelques commentaires un peu, voilà, qui disaient qu'en gros on était des haters et qu'on était trop négatifs. En fait, mon avis là-dessus, sur la saison des Celtics de manière générale, c'est que c'est pas tant qu'on croit pas aux joueurs en même si évidemment il y a des interrogations. Est-ce que Jalen Brown peut être le numéro 1? Voilà, est-ce que on peut s'en sortir avec le secteur, avec un secteur intérieur? Est-ce que un Pritchard peut vraiment avoir le même rendement avec des défenseurs, enfin en étant la troisième option offensive en gros? Enfin, il y a pas mal d'interrogations, mais en fait c'est surtout qu'il y a pas mal d'équipes, mine de rien, qui se sont renforcées à l'Est. On dit souvent que l'Est est faible, et oui, l'Est est moins bien loti, on va dire, que l'Ouest, et peut-être plus faible que l'Ouest. Mais moi, je trouve que j'ai facile 5-6 équipes, voire même 7-8 si je pousse un peu large, qui pour moi sont bien au-dessus des Celtics en fait. Il y a les Knicks, les Cavs évidemment, le Magic ça s'est renforcé, les Pistons, les Hawks aussi. Donc déjà là, rien que cela, tu as déjà 5 équipes. Ensuite, tu as des Bucks qui n'ont pas un roster incroyable, mais bah, ils ont juste Giannis en fait. Et donc à partir du moment où tu as Giannis, bah, je pense que tu es automatiquement dans le top 6 de la conférence Est. Et les Sixers, ça dépendra de la santé. Mais bah, s'ils jouent un minimum de matchs, enfin, si Paul George et Embiid jouent un minimum de matchs, ça sera compétitif. Et même derrière, typiquement, moi, le Heat, j'ai pas l'impression que le Heat il soit vraiment beaucoup plus mauvais que Boston, en fait, quand tu regardes le roster. Et en plus, je pense qu'ils ont un meilleur coach. Et même les Pacers qui ont un peu le même problème que Boston, à savoir perdre leur franchise player sur une grosse blessure, ben, en fait, les Pacers, eux, ils ont perdu, entre guillemets, que leur franchise player, bon, et Miles Turner, alors que nous, bah, enfin, les Celtics, ils ont quand même perdu leur franchise player, ils ont perdu Porzingis, Jrue Holiday, Horford, enfin, tu perds quand même 4 de tes 6 meilleurs joueurs. C'est compliqué pour moi de perdre 4 de tes 6 meilleurs joueurs et de se dire ah ouais, mais on va finir quand même top 8 parce que l'Est est nul. Alors oui, l'Est est nul, mais pas au point de rester dans le top 8 en ayant perdu 4 de tes 6 titulaires, enfin de tes 6 joueurs de rotation. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que je suis surpris, du coup, j'avais pas vu enfin, j'avais pas suivi les retours qui pensaient qu'on détestait notre équipe. Mais non, mais ouais, c'est clair. Mais surtout que c'est un peu, alors c'est pas du tout un coup de gueule que je suis en train de passer, mais je trouve que c'est un peu paradoxal, c'est que on peut pas, enfin en tant que fan des Celtics, ou enfin fan, pas forcément fan des Celtics d'ailleurs, ou fan de NBA, tu peux pas dire ouais, Tatum il est vraiment trop fort, il porte les Celtics, Horford il est vraiment trop fort, il fait une grosse saison, Jrue Holiday est trop important pour les Celtics. Enfin, tu peux pas encenser autant les joueurs et ensuite quand ces mêmes joueurs-là ne seront plus là, dire oh mais t'inquiète, on va continuer à gagner. Bah non, ou alors dans ce cas-là, si on va continuer à gagner, c'est qu'ils étaient pas si impactants et si importants que ça, ces joueurs-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est un peu paradoxal de dire ces joueurs-là sont trop forts, sont trop importants, trop impactants, trop valuables pour l'équipe, et quand ils sont plus là, dire bah non, on va continuer à gagner. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que la perte d'un ou deux joueurs, on a vu comme ça pouvait faire mal. Je pense aux Nuggets, parce que je regardais l'équipe des Nuggets, là, par exemple, quand ils ont perdu juste un Bruce Brown, comme ça les a fait. Enfin, c'est pas ça qui a révolutionné le truc, mais ça a aidé à les faire baisser. Donc effectivement, quand tu perds 3 titulaires et un mec de ta première rotation, ouais, je pense qu'il faut s'attendre à une chute de résultats, effectivement. Bon, et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter sur cet épisode? Bah, moi, ce que je retiens de cet épisode et de cette fin d'épisode, c'est qu'on est
que les membres du trade sont tous des haters, qu'on n'est pas des vrais fans des Celtics. Non, je vais arrêter de dire la blague, mais c'est intéressant ce que tu dis, sur ce que tu as dit, et effectivement, tu perds des joueurs importants, tu peux pas estimer faire tout aussi bien. On n'est pas dans un monde parfait où perdre Tatum, Porzingis et Holiday, c'est pas grave, on continuera à jouer le titre. Ça se passe comme ça. C'est rare les situations où tu as peu de stars, où tu peux toujours aussi performer. La seule situation que je connais sur ces dernières années, c'est le Miami Heat. Et encore, c'est parce qu'ils avaient une équipe construite autour de Jimmy Butler et autour d'un collectif. Et donc, je pense pas que ce sera le cas cette saison pour les Celtics. Alors maintenant, j'espère que je me tromperai. Et j'espère qu'on se trompera en général. Mais voilà, après, on est tous libres de donner son avis. Et c'est aussi à ça qu'on sert dans une communauté, c'est qu'on n'a pas tous le même avis. Voilà, donc ça c'était pour réagir. Et mon mot de fin, c'était un plaisir d'être à vos côtés pour ce podcast. J'espère que nos auditeurs ont apprécié le moment. Et puis voilà, profitons juste de la saison, tout simplement. Eh ben ouais, la saison qui du coup, alors le temps que le podcast soit mis en ligne, démarrera dans 3-4 jours. Je sais pas encore quand il sera publié. Nous, on enregistre mercredi soir, donc la NBA démarre dans pile une semaine. Titouan, un dernier mot peut-être? Non, Non, c'est bon. bonne saison à tous et à toutes, même si, alors oui, il y aura peut-être pas autant de matchs gagnés que les saisons précédentes. C'est vrai que les fans des Celtics sont quand même bien mangés depuis plusieurs saisons. On a vraiment eu de la chance. Je pense que justement cette saison va nous mettre un peu en lumière et nous rappeler à quel point on a eu de la chance toutes les saisons précédentes. Mais voilà. Je pense qu'il va quand même y avoir pas mal de choses à analyser et la saison va être quand même très intéressante au-delà du nombre de victoires ou de défaites. Donc voilà, et comme je crois que c'est Vincent qui le disait, c'est vrai que la saison dernière c'était un peu une copie conforme de la saison encore avant, et du coup pour nous c'était un peu, pas dire ennuyant, mais oui, forcément on avait moins de choses à dire dans les podcasts et c'est un peu plus compliqué à trouver la motivation parce qu'au final on a l'impression de se répéter tout le temps. Là, je pense que pour le coup, plein de nouveaux joueurs, un coaching staff qui va devoir s'adapter, plein de nouveaux joueurs, et les joueurs qui sont là vont avoir un nouveau rôle, donc il va y avoir vraiment plein de choses intéressantes à analyser. Peut-être que le roster va bouger au niveau de la trade deadline et tout, donc je pense que cette saison, pour nous, en tant que podcasteurs, va être très intéressante, je pense. Ouais, je pense aussi. Eh ben du coup, on se retrouvera très vite, j'imagine. On évoquait avec Azad et Vincent la possibilité de faire un premier épisode assez rapidement. Bon, on va quand même laisser passer quelques matchs histoire d'avoir un peu de matière, mais on va dire que, je sais pas, après une dizaine, une quinzaine de matchs, on verra comment on le sent. Et puis, on vous proposera une première analyse de début de saison. Les gars, merci beaucoup. Merci à toi. Avec grand plaisir. Et puis, du coup, chers auditeurs, chères auditrices, on vous dit à très vite. Prenez soin de vous et à bientôt. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points, and Atlanta calls their final timeout. So many big shots for both teams, Jeff.